Dans une situation où il n'y a pas d'accueil, cette organisation d'un camp devient le lieu d'une commune pour sortir du camp. Non, parce que les migrants demandent, la première chose qu'ils demandent, c'est sortir du pont Pompidou et du pont de Austerlitz, pour être dans un lit, dans du dur, dans un abri. Alors, j'insiste sur cette référence parce qu'elle est au cœur même de la question de la souffrance, de l'exil et de la souffrance traumatique. La question de l'exil, évidemment, là, on l'aborde à travers un cas qui est particulier, mais qui est devenu massif, qui est devenu majeur aujourd'hui, qui est la question des réfugiés. Cette question, elle n'est pas nouvelle. L'histoire du monde est pleine d'histoires de réfugiés. Mais la Convention de Genève de 1951 avait créé un cadre qui reposait sur les droits fondamentaux, qui était que tout migrant, en quelque sorte, était réfugié de quelque chose, puisqu'on pouvait être réfugié aussi bien pour des raisons de violence politique, de guerre, de misère, de causes économiques, et aussi de causes climatiques. Alors évidemment, ça correspondait aux critères de l'époque, après une guerre mondiale, etc. Aujourd'hui, on peut considérer que toutes les procédures, et là on vient d'avoir un autre exposé qui a expliqué ça en détail, toutes les mesures juridiques ne sont plus faites pour appliquer la Convention de Genève, mais pour appliquer tout à fait autre chose, qui est une négociation permanente des flux. Je vous conseille d'ailleurs de voir le film La mécanique des flux de Nicole Loubert, parce que c'est tout à fait parlant. Et ça explicite un problème qui va servir de propos à mon intervention. Un Africain est interviewé, il a passé sur un bateau à Lampedusa, etc., dans des conditions effroyables. Bon. Et on l'interroge sur pourquoi il a risqué sa vie dans le film. Et il explique qu'il a risqué sa vie pour ne pas mourir dans son pays. Pour mourir sur le champ dans son pays. C'est-à-dire qu'il a un besoin vital de quitter le pays pour sauver sa vie. Bon. Et que pour sauver sa vie, on est prêt à affronter la mort, le risque de la mort, le risque de la perdre. Bon. Et cette question, elle est essentielle parce que tant que le sujet est dans cette position vivante, subjectivement, il ne s'effondre pas. Subjectivement, il surmonte tous les traumas vécus. Et on peut tout de suite souligner que cette absence d'accueil, en France en particulier, beaucoup de migrants évoquent ça, et ils l'évoquent avec une forme de timidité, parce que là, ils ne sont pas chez eux, comme pour dans leur esprit. Et ils disent, oui, mais la France était le pays des droits de l'homme. Donc tout d'un coup, leur arrivée en France, il y a une espèce d'effondrement, même de cette idée symbolique qu'il y a une patrie des droits de l'homme quelque part. Cette affaire, elle est source, et la violence de plus, et les conditions physiques, matérielles d'accueil, plus ça, c'est la violence de plus qui fait que va se présenter des décompensations et des histoires psychotraumatiques qui jusque-là avaient été relativement maîtrisées, j'ai envie de dire, en tout cas refoulées, mises quelque part pour continuer la route. Alors, donc c'est ce travail qui a été particulièrement l'espace d'une organisation commune avec les migrants sur le plan de service, y compris dans l'organisation des manifestations pour obtenir des rendez-vous à la mairie de Paris, à la préfecture de région, de façon à ce qu'ils soient évacués du camp. Alors vous me direz, aujourd'hui, on n'en est plus là, puisque les camps, ils tiennent 24, 48 heures.
je pense même que la mairie de Paris et la préfecture de la région ont tiré la même conclusion de l'expérience que nous on a faite, c'est qu'on avait créé une alternative d'accueil possible sur ce camp. Bon. Par la façon dont on prenait soin des migrants, dont on les accompagnait, où on faisait les choses avec eux. Bon. Et je pense que là, surtout, ils veulent éviter que ça se reproduise. Alors, vraiment, ils évoquent d'autres causes qui sont liées au terrorisme, à l'état d'urgence, etc. Mais je pense que cette question est une question fondamentalement politique. On ne peut pas soutenir les migrants sans faire apparaître des alternatives d'accueil possibles. Si vous faites pas ça, ben, chacun vit dans sa souffrance traumatique. Or, la souffrance traumatique, sa première conséquence, c'est que ça isole la personne. C'est-à-dire tout ce qui fait lien à l'autre passe au second plan parce qu'il faut à ce moment-là commencer à survivre soi-même. Donc, dans un mouvement de ce type, effectivement, les âgés sur le camp tous les jours, sur les 4 camps, il y avait 4 camps de service. Il y avait d'ailleurs des populations assez différentes d'un camp à l'autre. Effectivement, là se joue quelque chose qui est de l'ordre d'une prise de parole possible, ou en tout cas d'une parole qui peut s'entendre, qui est reconnue, même si elle n'est pas toujours compréhensible, parce qu'il y a les questions des interprètes, c'est une question très compliquée, parce que les interprètes ne sont pas forcément toujours bien ressentis non plus par les migrants. Alors ça renvoie plutôt, sur le plan d'Australie, je n'ai pas trop observé ça, mais à Médecins du Monde, oui, on a des systèmes d'interprétariat par téléphone. Donc je vois des migrants, surtout ceux qui viennent du Pakistan ou d'Afghanistan. Quand ils entendent la personne qui parle leur langue, alors que l'Africain ou la personne qui vient du Moyen-Orient, on sent un soulagement d'entendre sa langue. Là, on sent qu'il se crispe, il se méfie. C'est comme les Tchétchènes, etc. La question de la langue est une persécution, puisqu'ils ne savent pas qui est l'autre qui interprète. Est-ce un ennemi, est-ce un ami? Cette question, d'ailleurs, on la retrouve dans les séances à l'OFPRA, à la CNDA, parce que à toutes ces causes, disons, d'être réfugiés de 51, sont greffés beaucoup d'autres. On a parlé tout à l'heure de l'homosexualité. Un homme qui venait du Bangladesh s'est retrouvé avec un interprète qui haïssait manifestement les homosexuels. Donc, il faisait des traductions complètement défavorables à la personne qui était là. D'accord. Alors, c'est un cas extrême, c'est pas, les interprètes ne sont pas tous comme ça. Mais finalement, on a trouvé un interprète d'un autre pays qui est venu, et qui, lui, l'a très très bien défendu, et finalement, il a eu des papiers. Parce que l'homosexualité, c'est encore une cause où on accepte la demande d'asile, parce que des gens viennent de pays où être homosexuel est une condamnation à mort, par la loi. Alors c'est vrai au Bangladesh, c'est vrai au Cameroun, c'est vrai dans un certain nombre de pays. Mais il y a aussi tous ces migrants qui ne sont pas reconnus. Je ne parle même pas de la notion de pays sûr, qui est effectivement une atteinte majeure à la Convention de Genève, mais également à toutes ces causes qui n'ont pas été perçues dans les années 50, qui est la situation des femmes. Un grand nombre de femmes qui viennent d'Afrique ne viennent pas pour des persécutions politiques au sens fort du terme. Certaines, oui, mais beaucoup viennent parce qu'elles ont subi ou des violences conjugales, ou elles ont été confrontées à la polygamie, ou elles ne veulent pas que leur petite fille soit excisée, ou elles sont dans des situations de mariage interclan qui n'a pas été accepté, donc elles se retrouvent dans des situations d'abandon, de difficultés extrêmes dans leur propre pays. Et à fond, un acte qui paraît un peu ahurissant, mais qui est la réalité subjective de ces femmes, c'est qu'elles prennent leur gosse sur les bras, et puis elles trouvent un passeur, et elles font la route, jusqu'à la France.
elles sont irrégularisables en général, hein, dans le cadre du Dublin et tout ça. Donc voilà les personnes qu'on est amené à voir dans les camps et hors des camps. Hein. Alors, ces vécus traumatiques, bon, il y a tout un débat sur exactement comment il faut les aborder. Bon. Ces vécus traumatiques ont trouvé cette analyse, ce traitement des vécus traumatiques a une histoire qui est l'histoire des guerres. Bon, ce sont les médecins militaires qui ont travaillé ça pour traiter les soldats qui fuyaient le combat. Donc, plutôt que de les considérer comme des déserteurs ou des tirs au flanc, on s'est rendu compte qu'il fallait les mettre dans des situations de récupérer leur humanité, leur intégrité de pensée, de créer des zones d'apaisement. Donc là, cette question des zones d'apaisement, elle est aussi aujourd'hui un des problèmes auxquels on est confronté, parce que la plupart des hébergements qu'on propose sont très moyennement des zones d'apaisement. Le seul apaisement, c'est de dormir sous un toit. Alors, cette histoire du psychotrauma, elle est elle est confrontée à des analyses évidemment différentes, parce que, bon, aujourd'hui, on parle de stress post-traumatique, de psychotrauma, en termes strictement émotionnels. C'est-à-dire ce qu'on appelle le débriefing, qui est une réponse au choc émotionnel de la personne qui vient de subir un événement complètement imprévisible, violent. Donc évidemment, récemment, on a été confronté à ça avec les victimes des attentats. Mais la plupart de ces migrants ont vécu des situations tout à fait semblables dans leur parcours. Simplement, effectivement, dans l'organisation de la fuite, de la migration, de l'exil, du voyage, ils ont essayé d'échapper à ça avec toutes les violences qu'ils vont rencontrer, qui vont s'accumuler, que ce soit celle des passeurs, que ce soit celle des morts sur les bateaux, dans les déserts, ou que ce soit même les morts en ici. On voit dans la situation en Grèce des gens qui sont dans des situations de dénuement extrême. On les voit aussi en France, pour certains. Donc cette question de la violence faite au psychisme ne peut pas s'aborder à ce moment-là. Il faut recréer des conditions d'un traitement de temps long pour pouvoir aborder ces questions. D'où l'importance, malgré tout, que les gens soient hébergés quelque part. Parce qu'au moins, on a déjà un point d'appui. Alors évidemment, la situation juridique est tout à fait déterminante pour faire un temps long. Mais ce qui est certain, c'est que même sur un temps court, commencer un travail de temps long permettra ensuite de faire un suivi. Moi, ça m'arrive de travailler avec des collègues à l'étranger où les gens ont été dans d'autres pays européens où ils ont atterri au final. Encore qu'aujourd'hui, on n'en est plus là du tout, concrètement maintenant. Donc cette continuité, ce temps, est un problème absolument essentiel. Alors, quel est le problème en général? Quel est le symptôme? Tout à l'heure, j'ai parlé de l'isolement, du clivage avec les autres. Mais ça, c'est un effet, un effet du psychotrauma. Mais le premier effet, c'est qu'on a vécu quelque chose qui ne peut pas se dire, qui est indicible. Et c'est indicible parce que ça fait partie de quelque chose qui n'a pas pu se représenter. Un événement, vous êtes dans votre pays, il y a une intervention de l'armée ou de la police, votre père est tué devant vous, vous êtes capable de raconter que la police est arrivée, ce qui s'est passé après, le père était par terre, était mort, les gens n'arrivent pas à dire exactement comment il a été tué. C'est-à-dire, ce moment crucial est irreprésentable. Il n'est pas seulement irreprésentable chez
chez tout le monde, il est représentable. Hein. Ce n'est pas une pathologie mentale spécifique. Hein. C'est une souffrance humaine hein, qui appartient au statut même de sujet humain. Bon. Donc ça va être ça qui va être l'objet d'un travail thérapeutique, hein, c'est-à-dire arriver à resymboliser par le langage, par les mots, par un travail de connaissance réciproque, hein, de quelque chose qui va faire un lien humain, qui va pouvoir être symbolisé. Parfois, ça demande énormément de temps. Je me souviens d'un policier tchétchène qui était parti avec toute sa famille. Les Tchétchènes, ils sont souvent partis en famille. Hein, bon. Et lui, il a participé à des combats contre les islamistes en Tchétchénie. Et puis, un jour, il a eu peur parce qu'il ne voulait plus sur ses opérations. Hein. Il avait honte, quoi. Il ne supportait pas de faire ses opérations. Donc, il a dit à sa femme, à ses enfants, qui d'ailleurs, je crois, n'a pas eu beaucoup voix au chapitre dans cette décision, hein, tout le monde est parti, ça a duré 2 ans, Russie, Pologne, etc. Moi, au bout de 6 mois seulement, tout d'un coup, il m'a dit, je sais ce que j'avais oublié, mon ami est mort à côté de moi dans une fusillade. Il a pu, peut-être que c'était dans le subconscient, hein, il le savait quelque part, mais là, il a pu le formuler. Et à partir de ce moment-là, il a pu recommencer à vivre, à assumer ses tâches de père, hein, à faire toute une série de démarches nécessaires hein, pour la famille, avec la CASDA, etc., pour pouvoir rester en France. Il a commencé à apprendre le français aussi. Il était dans l'impossibilité d'apprendre le français. Donc voilà une situation psychotraumatique typique, hein, dans laquelle on est amené à faire ce travail de temps long. Hein, on se voit tous les semaines, tous les 15 jours. Alors, les effets de ce psychotrauma produisent également un deuxième effet qui en général fait que les gens consultent, hein, qui est que ce qui n'est pas symbolisé réapparaît dans les rêves, hein, sous une forme brutale. Donc ça produit des cauchemars, ou des flashs en journée. Hein, les gens, tout d'un coup, revoient une scène, hein, sans pouvoir l'articuler à quelque chose, une scène de violence. Ils savent que c'est une scène qu'ils ont vécue, mais ils ne savent plus trop exactement comment la cerner. Comment. Donc cette question vient remplir le trou, l'amnésie du moment irreprésentable. Donc ce travail sur le sommeil, hein, parce que, évidemment il y a des troubles du sommeil majeurs, les gens n'arrivent plus à dormir, indépendamment des conditions matérielles évidemment, hein, ce qui fait qu'on peut avoir des troubles du sommeil, à dormir par terre, etc. Bon. Donc il y a cette question, la deuxième question qui apparaît, c'est qu'il y a une autre façon de représenter les représentables, c'est le corps. Hein. Le corps, c'est un tout, il a un esprit, un corps, et les deux sont un tout global. Bon. Et donc ce qui ne va pas être représenté par la parole va être exprimé par le corps. Bon. Et donc, ils vont venir consulter pour des problèmes somatiques. Voilà. Des maux de tête, des acouphènes, hein. Alors ça c'est plus facile à repérer avec des événements de violence et d'explosion, de tirs. Bon. Mais ils peuvent avoir des crises d'asthme, hein. Bon. Un diabète qui apparaît. Hein. Bon. Donc, voilà, par exemple, on a repéré, on a fait des études, hein, dans les populations qui vivent des guerres civiles, etc., le taux de diabète explose. Hein. Bon. Donc, pourquoi? Parce que l'organisme, hein, se défend, hein, effectivement contre l'agression. Bon. C'est pas symbolisé, mais ça passe dans le corps. Quoi. Bon. Alors, ça peut être aussi des bobos, hein. On a mal partout, bon. Donc c'est l'écoute de ces petits bobos, hein, est nécessaire avec un temps aussi, qui ne soit pas un temps de diagnostic, mais un temps de rencontre. Hein, donc, et c'est à travers ce temps de rencontre que d'autres choses peuvent commencer à s'instaurer. Ne serait-ce que le fait d'écouter quelqu'un le temps qu'il faut
fait que se crée un climat, tiens, celui-là il m'écoute, hein, dans un contexte où personne n'écoute personne, sauf pour répondre à des questions précises, hein, auxquelles d'ailleurs la personne est très démunie à répondre, parce que ne serait-ce qu'elle n'a pas toujours les codes sociaux pour répondre à la façon dont la question est posée. Je laisse de côté les gens qui sont de culture orale, hein, qui se retrouvent face à une civilisation, hein, à des pays, une culture écrite. Bon, c'est un tout autre problème, mais en tant que psy, à un moment donné, on doit se poser la question de savoir comment cette souffrance elle se représente dans sa langue. Hein, à quoi ça peut renvoyer. Bon. Donc, voilà ce qu'on peut dire en quelques mots, hein, parce que bon, on pourrait prendre plein d'exemples, montrer la complexité de ce qui fait psychotrauma, mais vous voyez qu'on on est bien au-delà du débriefing. Hein. C'est-à-dire qu'un bon débriefing, ça devrait être un débriefing qui aboutit à une prise en charge psychologique durable. Hein. Parce qu'effectivement, il ne suffit pas de parler à quelqu'un, ce qui est bien, ce qui est un premier retour, hein, dans l'humanité, mais il faut travailler sur soi, quels sont les effets de cette question. Le résultat, c'est que quand les gens ne sont pas débriefés ou ont un débriefing sans lendemain, bah, apparemment tout va mieux. Et puis des années plus tard, des mois, des années, j'ai même vu un homme qui, 40 ans après, a fait des cauchemars sur les bombardements de la région parisienne. Bon. Il s'est revenu tout de suite, cette affaire-là, dans le travail relationnel. Bon. Et donc apparaît ce qu'on appelle le psychotrauma. Hein. Que moi j'appelle une forme de névrose traumatique. Hein, bon. Et cette névrose traumatique, elle apparaît de façon différée. Hein. C'est-à-dire comme s'il y avait un retour de quelque chose à un moment donné, peut-être un événement qui peut paraître banal, mais qui a réactualisé quelque chose qui fait que ça apparaît. Donc c'est pas d'ailleurs, un certain nombre des gens que l'on voit sur les camps, mais aussi dans les consultations, c'est qu'ils sont là depuis un moment, il y a eu le voyage, etc. Hein, et tout d'un coup, ils ont des cauchemars sur ce qui s'est passé au pays. Hein. Donc, souvent, les voyages vont durer 1 an, 1 an et demi, 2 ans, des fois plus. Hein, bon. Donc, tout d'un coup, ben, c'est comme si l'aide, tout d'un coup, acceptait de se soigner de quelque chose. Hein. Donc, les symptômes apparaissent et donc ils viennent consulter pour ça. Alors, la question qui se pose est que, effectivement, est-ce que, évidemment, les gens qui migrent peuvent aussi être malades par ailleurs sur le plan psy. Bon, on peut quand même considérer qu'un certain nombre d'entre eux ont quand même eu des ressources, hein, de faire ce voyage, quoi. Hein, bon. Y compris les gens qui ont des personnalités psychotiques. Hein. On parlait de malades mentaux, hein, mais c'est souvent des histoires psychotiques. Hein, bon. Alors, il y a effectivement un certain nombre de personnes, de personnalités plus fragiles, hein, on pourrait dire pré-psychotiques, bon, qui, dans des événements comme ça, vivent un petit événement comme une atteinte vitale. Et tout d'un coup, ils vont se mettre à délirer. Hein. Ils vont élaborer des défenses psychotiques. Quoi. Encore que le délire n'est pas forcément une défense psychotique. Enfin bon. Et on peut avoir aussi un acte symbolique qui a été rompu. Hein. Je me rappelle d'un jeune Malien à qui son père voulait marier, il lui a dit non, le père l'a foutu à la porte, et aussitôt il a commencé des grands délires de persécution, etc. Mais il a réussi à faire le voyage à travers le désert, à trouver des passeurs, etc. Il était complètement délirant. Mais il a su, hein, il a réussi à organiser son existence pour arriver jusque-là. Bon, lui, on l'a hospitalisé. Bon.
Alors, je comprends qu'un juriste peut dire que les urgences médico-judiciaires sont une forme de protection. Je peux vous assurer que pour les gens qui les vivent, c'est une agression de plus, une violence absolument incroyable. Hein, bon. Donc, c'est-à-dire parce que vous êtes considéré comme dangereux. Hein, vous êtes devenu un individu dangereux. Bon. Hein, et c'est pour ça qu'on vous met sous surveillance médico-judiciaire. Bon. Hein, en quelque sorte, vous n'êtes plus quelqu'un qui allait être tranquille, vous rentrez dans une identité déviante. Bon. Alors, je pense que cette question-là, quand il y a hospitalisation, et ça c'est la fonction des psychiatres, tous ne le font pas, je suis d'accord pour dire qu'il y aurait beaucoup de débats et de travail de conviction à faire sur ce qu'est le travail de psychiatre dans ces situations. Mais si on hospitalise quelqu'un, on l'accompagne. Parce qu'accompagner quelqu'un à l'hôpital, ça veut dire effectivement aller à l'hospitalisation avec lui. Hein, c'est-à-dire d'être celui qui dit voilà, j'assume, je pense qu'il doit être hospitalisé. D'ailleurs, entre parenthèses, à Paris, avec l'hôpital Sainte-Anne, s'il n'y a pas quelqu'un qui accompagne, le migrant s'arrête parce qu'il voit des grands murs et dit je ne veux pas aller en prison. Parce que Sainte-Anne a gardé le mur du 19e siècle, qui est le même mur que la santé. Hein. D'ailleurs, ils n'ont pas tort de dire que ça ressemble à une prison. Bon. Sauf, effectivement, si vous n'êtes pas là pour rentrer avec lui dans l'hôpital pour parler avec l'équipe de soins qui est là. Bon. Donc lui, voilà le travail qu'on a fait. Bon. Donc voilà un certain nombre de situations concrètes pour exactement penser l'histoire du psychotrauma. Bon. En général, comment les gens ont alerté? Bon, sur le camp, bon, il y avait le bus de médecins du monde, mais bon, c'est un petit bus, il y a un médecin généraliste qui fait appel à moi, etc. Mais comme c'est compliqué dans un bus, les gens viennent plus se faire soigner, des petites choses, quoi. Encore qu'on trouve de temps en temps des tuberculoses, des histoires plus graves. Donc il renvoie vers moi, mais comme c'est arrivé très, très peu souvent, donc moi je m'arrange dans le temps avec un contact, et je vais de temps en temps, et je me présente, je suis médecin psychiatre. Et dès que les gens entendent ça, ils me montrent leur tête, leurs pieds, leurs bras, c'est-à-dire qu'ils répondent au médecin, hein, mais voilà, entrer en matière, hein, je vous dirais, on ne va pas très très loin sur le plan psychologique, mais à créer un espace relationnel. Hein. C'est-à-dire qu'on a un objet à échanger, hein, c'est-à-dire voilà, j'ai mal dans mon corps, tu es médecin, donc tu vas me soulager. Hein. Et c'est cette question-là qui fait des murs relations, hein, avec toutes ces ambiguïtés, hein, toutes ces impasses aussi. Hein. Mais il faut en passer par là pour pouvoir continuer à travailler cette histoire du psychotrauma. Donc cette démarche-là permet d'ailleurs de dire aux gens, on peut se voir ailleurs. Bon, honnêtement, ça arrive très rarement que les gens viennent à partir d'un camp ailleurs. Hein. Par contre, quand ils arrivent dans une structure d'hébergement fixe, on peut les voir revenir, parce que là, ils ont un arrière, quoi. Ils ont quand même une forme de stabilité. Bon. Alors, le dernier point que je voudrais souligner dans l'histoire d'Austerlitz, c'est que, en dehors de l'organisation du camp concret, matériel, etc., et des manifestations qu'on a fait ensemble, hein, il y a eu ce temps, et c'est pour ça que je pense que je suis là aujourd'hui, il y a eu des temps absolument décisifs qui ont été les cours de français. Ce qui a été la vraie continuité psychique, hein, de ce camp, ça a été ces cours d'apprentissage du français, parce que c'était un lien qui se construisait de séance en séance, hein, et qui a continué. Hein. Bon, là aujourd'hui, le comité continue à fonctionner, enfin il recommence un peu plus à fonctionner en ce moment, hein. Mais ce qui a
subsisté, ça a été ces cours de français dans un local où les gens viennent. Actuellement, il y a près de 80 personnes qui viennent suivre des cours de français dans ce lieu. Et où il y a aussi une consultation juridique qui est faite. Possible là de commencer à débroussailler le dossier. Il y a un certain nombre de gens aussi qui sont adressés vers moi ou vers un médecin à partir de là. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire, vous transmettre là sur cette histoire.